Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Info. Nous sommes heureux d'être suivis avec un grand nombre d'auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer, notamment au Maroc, notamment dans les pays du Maghreb, suite à cette initiative citoyenne qui est dédiée à ce volet religieux, cette boîte à idées de volets religieux, notamment l'islam de ou en France. Il est temps que l'opinion publique comprend les tenants et les aboutissants de ce dossier, car ça devient un dossier qui est sur la place publique. Il est temps que le citoyen lambda comprend les tenants, les aboutissants de ce dossier. Et notre objectif de cet éclairage, c'est d'éviter l'amalgame et aussi de permettre aux uns, aux autres, d'assumer leur responsabilité, qui est une responsabilité historique, parce qu'il y a des morts, il y a des victimes, il y a des orphelins, il y a des veuves, et notre responsabilité tous, autant que citoyens français, et aussi maghrébins, et notamment le cas pour nous, marocains, et l'émission Arc-en-Ciel a pris sa charge, sa responsabilité d'éclairage, coûte que ça coûte, parce que c'est un devoir et un devoir citoyen. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et l'émission Arc-en-Ciel continue et d'enrichir le débat avec des professionnels, des hommes responsables, des hommes qui ont leur mot à dire sur un dossier épineux, et l'émission Arc-en-Ciel traitera ce dossier sans tabou, avec la neutralité absolue, mais surtout pour défendre le citoyen français, musulman ou pas, parce que les Français sont victimes ces dernières années, et l'État français est mode vigipirate, c'est jamais vu, et l'islam de France ou en France devient un élément électoral. C'est un réel danger pour la République, et notre objectif, c'est de clarifier et éclairer l'opinion publique, puisque ce dossier il devient un dossier épineux sur la place publique, et que l'opinion publique comprend les tenants, les aboutissants de ce dossier. Et dans cet élan-là, nous sommes heureux de recevoir un homme de terrain, un homme connu et reconnu à l'échelle internationale, Monsieur Bernard Godard. Bonjour. Bonjour. Oui. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il s'agit d'un ancien chargé de mission au bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, chargé des relations avec le culte musulman, actuellement professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé au Centre d'études en sciences sociales des religions, un expert de l'islam en France. Ma première question, Monsieur Godard, est la suivante. Récemment, vous avez activement collaboré en tant que chargé de mission au bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, à l'Organisation de l'Islam de France, le long de presque 2 décennies. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans l'islam en France le long des 40 dernières années? Pourquoi c'est le cas et comment? Alors, tout a changé. C'est-à-dire que qu'il y a 40 ans, il y avait l'islam existe, est présent sur le territoire métropolitain depuis une centaine d'années. Mais l'installation réelle, si vous voulez, de nombre de musulmans en nombre, ça date des années 60-70. Donc, tout a changé, et rapidement, et sur un certain nombre d'aspects. Alors, ce qui a changé, c'est effectivement, si vous voulez, le paysage religieux musulman, puisque en 70, vous aviez une centaine de mosquées. Aujourd'hui, vous en avez 2400 sur tout le territoire français. Donc, le culte musulman est un élément tout à fait visible dans l'espace public, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que l'islam est devenu une religion à part entière de notre pays, ce qui n'était pas le cas. C'était une religion des étrangers, des gens qui étaient de nationalité étrangère.
dont on ne se posait pas la question s'ils allaient se maintenir ou pas, même s'il y avait le regroupement familial à partir de 1974 en France, mais il a fallu attendre, on va dire, les années 2000 pour que vraiment il soit complètement acquis que la religion musulmane était une religion française. Et c'est une chose acquise en dépit des oppositions qu'on peut rencontrer ça et là. Par ailleurs, si vous voulez, il y a eu beaucoup plus récemment, au cours des années 2000, il y a eu une tentative d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu des notables, il y a un certain nombre de musulmans qui ont voulu représenter le culte musulman d'un côté. Donc ça a effectivement permis à des gens d'être reconnus au niveau d'une municipalité, mais plus au niveau de l'État. Je voyais tout à l'heure à la réception du président de la République, il y avait 3 personnalités musulmanes. Il y avait Anwar Quibech, président du Conseil français du culte musulman. Il y avait David Bouaker, recteur de la mosquée de Paris, mais il y avait aussi Mohamed Moussaoui, l'ancien président du CFCM. Donc vous avez 3 personnalités musulmanes, ce qui est quand même quelque chose d'assez marquant. Donc voilà, ça c'est le côté institutionnel. Le paysage, je vous ai dit, donc des mosquées qui sont apparues ça et là. Et puis il y a un changement, et puis l'accession, et ça donne autre phénomène très important, l'accession disons au culte musulman, donc à la connaissance ou pas, c'est le cas de le dire, de jeunes générations, c'est-à-dire qu'on a maintenant une majorité de musulmans qui sont des musulmans nés en France, ce qui n'était pas le cas en 1970. Donc du coup, ça a changé beaucoup de choses, et là, donc dans le sens où la perception de l'islam, d'être un musulman en France, c'est pas simplement d'être discret, comme ça pouvait être des grands-parents, mais c'est des jeunes par exemple, qui veulent être citoyens et en même temps qui veulent être complètement musulmans. Voilà en gros ce qui a peu plus changé, mais effectivement sur le côté négatif, il faut bien le dire, il y a eu certains courants très fondamentalistes qui sont apparus à partir des années 2000, fin des années 80 des années 2000, et qui causent de gros soucis, puisque aux marges de ces mouvements fondamentalistes, à la marge de ces mouvements fondamentalistes, est apparu un mouvement, djihadiste, terroriste, qui donne une très mauvaise image de l'islam, même si on dit que ça n'a pas grand-chose à voir ou que c'est très marginal par rapport à l'islam, ce qui est vrai, ce phénomène est là et il doit être résolu. Voilà. Justement, Monsieur Godard, parce que ça m'amène à la deuxième question, le pourquoi, un petit peu les causes de cette situation qui est dramatique et qui touche tout le monde. À votre avis, Monsieur Godard, comment expliquer la gestion pour le moins chaotique de l'islam en France depuis les années 70 jusqu'à nos jours, et quelle est la part de chacun, côté par exemple français, marocain et algérien, dans ce dossier? Bon, si vous voulez, les communautés musulmanes, elles se sont pas constituées autour de leaders reconnus, institutionnels, mais autour de communautés qui ont dû par elles-mêmes fournir leurs propres besoins en matière culturelle, enfin construire un lieu de culte, avoir recours à un imam, ce genre de choses comme ça. Ils ont eu l'aide de personne en la matière. Ils ont eu l'aide de personne, c'est-à-dire que donc ces communautés sont nées à droite, à gauche, dans le nord, dans le midi, dans l'ouest, dans le centre. Donc toutes ces communautés musulmanes, elles se sont constituées par elles-mêmes, elles ont réuni des moyens pour pouvoir construire un lieu de culte, elles ont été chercher au bled quelquefois des imams, souvent même. Du coup, si vous voulez, c'est pas que c'était chaotique, c'est que c'est de manière spontanée et autonome. Donc ça, c'est le plus important à retenir. Donc à partir du moment où c'était constitué de manière autonome, ça a grandi, ça a cru. Dans les années 80, se sont constituées quelques fédérations quand même, qui ont essayé de rassembler tout ce petit monde. Et le plus structuré, c'était l'Union des organisations islamiques en France, disons clairement les frères musulmans. C'est eux qui ont été les premiers, si vous voulez, qui ont essayé de structurer un peu ce qu'ils ont appelé la communauté musulmane. Mais si vous voulez, pour le reste, par exemple, les gens étaient effectivement se regrouper par réflexe de nationalistes, ethniques. C'est le cas des Marocains, des Algériens, des Turcs, mais pas du tout dans le sens de l'opposition des uns par rapport aux autres. Et si vous voulez, alors selon les pays d'origine, donc qui ont aidé quelquefois un peu à la constitution de ces communautés pour les aider. On a eu
des options, des opinions différentes, des positions différentes. Dans le cas marocain, puisque vous me posez la question, dans le cas marocain, jusqu'en 2000, je crois, fin des années 90, début des années 2000, disons, l'État marocain n'était pas très présent dans le domaine culturel. Ce sont les mosquées elles-mêmes qui s'organisaient, elles allaient au bled pour aller chercher un imam. Bon, il y avait simplement le fait marquant, tout le monde du Ramadan, chaque année la fondation Hassan II envoyait des imams pour faire le tarawih. Bon, voilà, c'était pour le Ramadan, mais voilà, c'était très limité. C'est à partir des années 2000 que l'action, par exemple, de l'État marocain a été beaucoup plus volontariste par rapport aux communautés musulmanes marocaines. Mais dans le cas algérien, ça a été aussi l'envoi des imams quasiment officiels de ce côté-là à partir des années 70. Et puis surtout le fait une tentative de réunir, de créer un centre pour tous les musulmans de sensibilité algérienne à partir de la mosquée de Paris, puisque l'Algérie a pu récupérer, si vous voulez, la pleine, la pleine autorité sur la mosquée de Paris en 1980. Voilà. Et du coup, voilà. Et quant aux Turcs, c'était une communauté qui est complètement à part, qui vit à part, qui est complètement autonome. Exactement, voilà. Exactement. Oui. Parce qu'on constate comme quoi les Turcs sont à part vis-à-vis entre Marocains et Algériens. Il y a une concurrence voilà, assez importante dans ce domaine. Comme vous le savez, Monsieur Godard, l'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission marocaine, franco-marocaine, et on s'intéresse de près par rapport à notre pays d'origine, le Maroc. Vous qui avez approché ce terrain de près et depuis l'intérieur, que pouvez-vous nous dire sur la gestion marocaine de ce dossier? Qui dit gestion de dossier dit acteur? Pouvez-vous nous dire, dans le cas du dossier marocain, sur quels critères ont été choisis les différents acteurs qui ont occupé ou occupent encore le terrain aujourd'hui? Alors, comme je vous l'ai dit au début, c'était de manière autonome. Les communautés marocaines, et chacune dans leur région de propre, avaient une complète autonomie d'organisation. Certaines étaient en liaison avec le pays d'origine, bien sûr, mais si vous voulez, il n'y avait pas de structure. Il y avait une structure qui avait été un petit peu adoptée, on va dire, d'une certaine manière en 1992-93, c'est la Fédération nationale des musulmans de France, la FNMF, dirigée par Mohamed Béchari, mais dont on ne pouvait pas dire qu'elle réunissait, qu'elle fédérait l'ensemble des mosquées marocaines sur le territoire. C'était pas le cas. Pourquoi? Parce que la position à l'époque du trône était de dire bon, écoutez, les Marocains, vous êtes Marocains, vous êtes en France, vous êtes musulmans, restez discrets. De toute façon, votre marocanité, c'est ce qui est le plus important. Vous n'allez pas, vous êtes des citoyens si vous voulez, mais si vous voulez, c'était plutôt une tendance à de la part du régime de Saint-Manger Hassan II, c'était de dire bon, écoutez, ne vous mêlez pas trop des affaires de la République française, en gros. C'était pas du tout négatif, mais c'était dire restez là où vous devez rester. Bon, voilà, c'était un peu la vision des choses, ce qui fait que bon, bah, il y avait quand même des relations entre le Maroc et puis les communautés marocaines. Mais vous aviez des gens comme des gens de la mosquée d'Evry, les gens d'à Strasbourg, des gens dans la région lyonnaise, dans la région de Marseille. Bon, bref. Et si vous voulez, les choses ont vraiment changé dans la perception que pouvait en avoir l'État marocain à partir des années 2000 et très particulièrement à partir des élections et de la constitution du Conseil français du culte musulman qui est né en avril 2003. Et en avril 2003, il y a eu des élections qui ont permis de désigner des délégués, des responsables au niveau national du Conseil français du culte musulman, et on s'est aperçu que la majorité, effectivement, jusqu'à 40% à 45% des représentants de l'islam de France étaient des Marocains.
Voilà. Justement, Monsieur Godard, parce que la question pourquoi j'ai posé cette question, il y a une idée derrière, parce que là, on parle d'une présence marocaine, certes, donc c'est une bonne chose quelque part, mais par contre, est-ce que, avec tout ce qu'on peut constater, et tout le monde le sait, ce n'est pas quelque chose qui est caché, il y a un grand nombre de Marocains qui sont des kamikazes, qui font beaucoup de dégâts, il y a un divorce réel entre les musulmans marocains, et ça on le constate d'une manière assez importante, avec des conflits, avec des procès et avec beaucoup de choses, avec un certain nombre soi-disant recteurs ou autres, donc je ne veux pas aller très loin dans ce dossier, mais il y a un réel discorde et un réel divorce. Est-ce que ça peut être profitable pour la paix dans notre République française? Eh ben, la question qui se pose, c'est que qui est centrale, qui était que au début des années 2000, peut-être on percevait peut-être pas très bien, aussi bien du côté, vous avez des responsables marocains, que de l'État marocain, mais aussi de l'État français, disons-le, c'est qu'effectivement, même si les gens ont gardé une sensibilité très forte, il y a une diaspora marocaine qui est très attachée à son pays d'origine, c'est tout à fait normal, hein, c'est pas choquant, mais si vous voulez, dans le domaine du culte, de vouloir aller chercher systématiquement tous les enseignements, la manière dont les musulmans français, franco-marocains doivent se penser, ça a ses limites. La clé se trouve pas à Rabat. La clé se retrouve à Paris, à Lyon et ailleurs. C'est-à-dire que quand on est citoyen français, même si on a une sensibilité franco-marocaine, quand il s'agit du culte, de vivre son culte, vivre sa religion, on est en France, on n'est pas au Maroc et on n'a pas forcément les mêmes manières de voir les choses. Et c'est là où réside, si vous voulez, la question. Là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait, je vous l'ai dit au début, que ces communautés, et la marocaine comme les autres, se sont constituées de manière autonome. Et du jour au lendemain, on va dire à partir des années 2000, 2005 plus particulièrement avec la création du Rassemblement des musulmans de France, on a voulu créer un centre, une espèce de rassemblement où tous les gens s'affilieraient. Mais non, mais ça peut pas se marcher comme ça. C'est-à-dire que les gens sont habitués, les responsables de mosquées sont habitués à être autonomes, à se gester de manière autonome. Quand vous êtes responsable d'une mosquée, que vous avez un conseil d'administration, vous ne déobéissez à personne, vous n'avez pas des comptes à rendre à qui que ce soit. Donc, il ne s'est pas créé, si vous voulez, par exemple, au niveau marocain, une dynamique forte, très forte, qui permette à ce qu'on pourrait appeler un lien organique, c'est-à-dire que si vous voulez, le Rassemblement des musulmans de France est censé effectivement relayer ou l'autre, on en parlera, l'organisme concurrent qui s'appelle l'Union des mosquées de France, de créer, si vous voulez, un centre ou de ressources où tout responsable, par exemple, de mosquées marocaines pourrait s'adresser pour des raisons financières, pour des raisons d'aide d'un point de vue théologique, pour des raisons d'aide technique. Ça n'existe pas. Le Rassemblement des musulmans français de France n'a pas la capacité d'organisation, la capacité et les ressources nécessaires pour être cet organisme réellement représentatif et auquel tous les responsables associatifs musulmans marocains puissent s'adresser. Voilà. Justement, Monsieur Godard, parce que c'était un petit peu d'une manière un peu en parallèle, chose qui a été évoquée par M. Abdelatif El-Psibak dès la première intervention, ça fait 15 jours, et même il a évoqué la semaine dernière. Donc, il y a un réel divorce entre ceux qui sont censés gérer ce dossier qui est franco-marocain, c'est des musulmans français qui sont là, et des gens qui sont parachutés avec des budgets colosaux, comme tout le monde le sait, et il y a un discorde. Donc, la réalité, est-ce que les Marocains sont pas amenés à modifier ou à adapter ou prendre en compte ce paramètre que vous avez bien expliqué, que les Marocains de France sont autonomes, mais aussi gardent leur marocanité, sont fiers par rapport à cette marocanité, et en même temps, ils le disent à haute voix, surtout avec les constantes. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces responsables marocains ne devront pas se poser la question, et il est temps de changer de méthode et adapter le discours vu l'évolution de ce dossier en France, et surtout cette notion de la paix sociale et cette notion de l'amalgame et cette notion de risque de créer une guerre civile. C'est ça qui nous inquiète dans le fond, monsieur Godard. Oui, mais si vous voulez, un peu, c'est la faute à tout le monde et à personne. C'est-à-dire que
dans le fond, la plupart de ces notables qui sont pas des religieux, hein. Il faut dire que là aussi, les religieux, quel est le corpus de religieux, quel est l'ensemble des religieux, quel est le magistrat par exemple, des Marocains. Alors, je sais qu'à Bruxelles, il y a un organisme, c'est vrai, et les marocains en Europe, bon d'accord, mais même au niveau en France, disons qu'il y a des personnalités à droite à gauche, mais le Rassemblement des musulmans de France, l'autre structure qui s'appelle l'Union des mosquées de France, sont deux structures qui sont complètement, occupées, dont les responsables sont des notables, des gens qui ont beaucoup de compétences au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion administrative et tout, mais ce ne sont pas des gens qui ont des formations, vous voyez, religieux, qui sont des religieux. Bon, ça c'est un peu un problème. Est-ce que selon vous, il manque des compétences franco-marocaines sur le territoire français? Non, il ne manque pas de conséquences. Mais c'est pas un phénomène qui est propre aux Marocains. C'est un phénomène que vous retrouver chez tous, sauf peut-être il a une forme turque qui est à prendre à part. Mais si vous voulez, la plupart, il y a des gens qui sont un petit peu de formation religieuse, qui ont fait des formations religieuses, mais qui ne jouent pas un rôle important au sein de l'islam de France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le pouvoir est toujours détenu par ce qu'on appelle les blédards, c'est-à-dire des gens qui sont nés au pays, qui sont venus ici et qui ont gardé une mentalité qui est quand même tout à fait spécifique, qui n'ont pas encore gardé, si vous voulez, acquis une complète autonomie par rapport à notre origine. Vous savez, une bonne diaspora, c'est quoi? C'est pas une diaspora qui est éloignée d'un pays d'origine, pas du tout. C'était un ensemble de gens, qui soient arméniens, juifs, marocains, turcs, chinois, qui a acquis une autonomie et qui revient vers son pays pour renouer des liens, mais en complète liberté. Quand vous êtes dans une espèce d'interdépendance, c'est pas bon, hein, c'est pas clair. Vous n'êtes pas, pour que vous soyez une diaspora digne de ce nom, il faut que vous soyez complètement libéré par rapport au pays d'origine et que vous ayez le désir de nouer des contacts, mais que vous ayez votre propre personnalité dans le pays où vous vivez comme citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? Merci infiniment, Monsieur Godard, parce que c'est le fond de ma pensée, c'est d'avoir cette liberté, mais garder le lien avec notre pays d'origine et défendre aussi notre pays d'origine. Mais par contre, se faire édicter des choses et en même temps de mettre à la tête, comme vous l'avez bien expliqué, des gens qui n'ont rien à voir avec nos réalités, surtout nos réalités, parce que c'est nous qu'on vive ici. Il est temps que notre pays d'origine adapte et prend acte. Et c'est le même combat qu'on a évoqué, juste pour information, parce qu'on a créé ce qu'on appelle une boîte à idées des Marocains résidant à l'étranger pour les Marocains résidant à l'étranger. Voilà. Et parmi les problématiques qui existent par rapport à ce dossier, c'est la représentativité politique de ces Marocains pour qu'ils puissent donner leur vision de la chose sur le plan marocain, plan franco-marocain sur le sol français ou européen ou ailleurs, mais pour le présenter, pour la défendre auprès des institutions marocaines. Malheureusement, à ce jour, toujours c'est le blackout, hein, donc il n'y a pas de réception par rapport à tout ça. Cette boîte à idées qui a rassemblé un grand nombre de propositions durant presque 7 semaines, c'est énorme, avec des compétences marocaines de tous bords, politiques, économiques, médecins, autres, et qu'ils ont donné des idées intéressantes. J'espère, et nous espérons, avec le nouveau ministère qui vient de prendre, sachant quoi qu'il arrive, il est toujours sous la tutelle maintenant du ministère des Affaires étrangères, qui prend acte de cette boîte à idées et qu'il puisse avoir au moins une vision, ce qu'on appelle un open-minded, une opinion un peu plus ouverte par rapport à ces Marocains, parce que, comme vous le savez, vous connaissez mieux que moi l'arabe, nous sommes, c'est des citoyens d'ici qui connaissent les rouages et les problématiques où ils vivent. Donc il est temps que nous donne un peu le temps de parler et d'écouter notre plaidoirie. J'ai 2 questions, M. Godard, et j'ai terminé. La première question, c'est en relation avec votre livre, hein, et la deuxième, concernant le point on a arrêté avec Monsieur le Préfet, concernant la fondation de l'islam qui est présidée par Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement. Concernant la première question, vous parlez dans votre dernier livre d'un islam identitaire. Sous-entendez-vous par là qu'il s'agit d'un islam sans filiation, ni français, ni marocain, ni maghrébin, et touche-t-il toutes les communautés ou une en particulier? Si c'est bien le cas, comment en sommes-nous arrivés là? Alors, la religion comme phénomène d'identité n'est pas un phénomène propre à l'islam. Hein.
vous avez une religion identitaire, c'est par exemple l'hindouisme en Inde en ce moment, ça peut être dans le catholicisme. Vous savez que 75% des catholiques de France, par exemple, sont très peu pratiquants, mais sont identitaires. Ils se reconnaissent encore comme ayant une identité catholique. Bon, dans le cas de l'islam, effectivement, vous avez un islam identitaire. Alors on dira que cet islam identitaire, bon, qui n'a rien à voir avec le catholicisme ou l'hindouisme ou d'autres religions, cet islam identitaire en France, on va dire qu'il a en France et en Europe a une comme caractéristique commune d'être un peu le même sens de l'identité, d'une revendication d'identité que vous aviez en Allemagne, aux États-Unis, oui, disons en Europe et aux États-Unis, bon, en Occident. C'est-à-dire c'est la constitution d'un sentiment d'appartenance à partir de la consommation de viande halal, à partir de signes vestimentaires, etc., etc. Donc du coup, c'est important dans le phénomène religieux, mais c'est l'identité qui est privilégiée. C'est-à-dire que la religiosité, le sentiment de relation avec la divinité, la spiritualité, je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas l'aspect qu'on retient le plus. Alors certains religieux en France disent bon ben écoutez, laissez tomber, bon c'est vrai, c'est important d'affirmer notre identité, mais le plus important c'est de savoir quel est c'est ce qui nous lie à Dieu, nous lie à notre religiosité, notre sentiment religieux, et c'est vrai que bon, cette identité, elle prend quelquefois un peu trop le pas sur ce qui est quand même le noyau dur de toute religion, c'est le sentiment, de religiosité, de spiritualité, de la communication avec l'au-delà, avec la divinité, avec les divinités. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Et ça, je dis pas que c'est pas important, ça compte, mais voilà, cet islam identitaire, voilà, c'est du halal, c'est de phénomène. Je dis pas que c'est négatif, mais c'est peut-être surdimensionné par rapport au sentiment, à la religiosité, ce qu'est la religiosité normalement dans toutes les religions en général. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour l'identitaire. Godard, et je tiens à vous remercier et je souhaite que dans peu de temps, après, parce qu'on a pris la décision d'enchaîner le débat pendant au moins 2 mois, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, si vous estimez comme quoi il y a des choses à rajouter pour enrichir encore le débat, vous êtes la bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel parce qu'il y a d'autres personnes qui vont participer et ça va animer un petit peu le débat et ça permettra aussi à nos décideurs de comprendre un petit peu la situation. Notre objectif, c'est simplement d'étaler la réalité. Et à partir de là, c'est à eux d'en décider sur quelle voie devront suivre. La question qui se pose, Monsieur Godard, c'est la fondation de l'islam. Monsieur le préfet a reconnu donc votre vision de la chose dès le départ et il a dit que Monsieur Godard, il avait raison sur sa vision de l'islam ici en France. Et sincèrement, j'étais touché de cette grandeur de Monsieur le Préfet, de reconnaître ça directement sur notre antenne. Et la question qui est se posée par rapport à cette fondation, c'est que, et le point clé, c'est le financement. Monsieur Chivènement, il veut une fondation autonome qui n'a aucune relation de financement avec qui que ce soit. Comment vous voyez cette initiative? Est-ce qu'il a une chance de réussir ou pas? Est-ce que les autres qui détiennent ou qui sont sur place maintenant par rapport à ce volet religieux laisseront les choses se dérouler normalement dans une république souveraine? Écoutez, d'abord, c'est vrai qu'il y a Jean-Pierre Chevènement et puis d'autres sont partis sur le toujours pareil, qui est un vieux rêve qui date depuis 30 ans, c'est de pouvoir prélever une redevance à partir du halal, certification halal, et qui permettrait de nourrir une caisse. Bon, c'est un peu utopique, les gens qui connaissent un peu la question savent que c'est pas très on en est encore loin parce que de toute façon le halal ne fonctionne pas du tout comme on pense sur l'exemple juif de la cacheroute juive, de le kasher. Le kasher, c'est quelque chose qui a un caractère religieux. Le halal n'a pas un caractère religieux, dans le sens où l'autorité religieuse n'a aucune autorité sur le halal, le fait qu'un produit soit halal ou pas. Donc c'est difficile de mettre une taxe. Et par ailleurs, on peut dire qu'il peut y avoir des financements, des gens qui sont, dans l'islam de France, il commence à y avoir des gens qui sont quand même un peu, pas fortunés, mais bon, il y a des petits chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise de taille même plus importante, il y a du mécénat, donc si vous voulez, il commence à y avoir les possibilités d'une cagnotte, entre guillemets, sur le plan culturel, et puis c'est possible, et sur des activités, je pense que sur des activités culturelles, en tout cas,
il y a possibilité de financer des choses. Mais si vous voulez, il faut attendre, ça va être long, etc. Et je crois pas que directement on aura, par exemple, des sommes d'argent importantes qui viendraient, par exemple, de la taxation duale. En revanche, c'est possible de le faire. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une longue explication, mais c'est peut-être possible de trouver quelque chose du côté du pèlerinage. Il serait possible de mettre quelque chose de rationnel. Malheureusement, bon, il faut le dire, hein, la France est le pays le moins bien organisé de toute l'Europe pour ce qui concerne la sécurité musulmane et pour le voyage à la Mecque. Ça, je le dis parce que c'est important. Et peut-être que si on rationalisait un petit peu en France le pèlerinage, si effectivement on rendait les choses un peu plus transparentes, on pourrait tirer une petite contribution des agences de voyage qui pourraient fournir de l'argent à la caisse. Voilà, c'est une des sources de financement, mais il y a d'autres sources possibles. Ouais. Mais en tout cas, aucun pays étranger. Bah, écoutez, pays étranger, si un pays étranger, faut pas être aussi bloqué. S'il y a du mécénat, si une personnalité riche veut racheter de manière désintéressée de l'argent, vous savez quand le Karim Aga Khan, la Khan verse de l'argent, on n'a personne de trop à redire, et pourtant c'est de l'argent étranger, bien, même s'il vit la plupart du temps en France, mais bon, je veux dire, on trouve pas à redire. Donc si c'est du mécénat qui provient de gens qui sont des personnalités privées, hein, qui effectivement ne mettent aucune condition au versement de telle ou telle somme, pourquoi pas? Il faut pas être bloqué aussi sur ce financement étranger. Il y a financement étranger, il faut pas se bloquer là-dessus. Justement. Monsieur Godard, merci infiniment. Comme vous le savez, après vous, il y a Monsieur Karim Ifrak, notre chercheur du CNRS, qui est un islamologue de renom, qui va développer avec nous ce dossier. Mais il y a aussi un homme de terrain, certainement que vous connaissez, que vous l'avez côtoyé dans le passé par rapport à son travail de terrain, un homme pragmatique, c'est Abdelatif Al-Msibek. Voilà. Et avec ses connaissances pointues sur tel ou tel dossier, mais aussi sur tel ou tel personnage, il va nous accompagner pendant cette période-là par rapport à des vérités, par rapport à des réalités que peu de monde le connaissent. Hein, ça, il faut dire les choses. C'est pas évident. C'est pas évident. Et ce monsieur, il a pris la décision de nous accompagner avec monsieur Karim Ifrak pendant, et en même temps, on essaye d'animer avec d'autres intervenants turcs, pourquoi pas, algériens, pourquoi pas, pour que ce dossier soit bien clair pour l'opinion publique. Parce que l'objectif, c'est que l'opinion publique comprend de quoi il s'agit. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de communication là-dessus. Et nous souhaitons, à travers cette émission, de communiquer le plus large possible pour que les gens comprennent que nous aussi, nous sommes des victimes. Parce que c'est là la question. Tout à fait. OK. Merci, Monsieur Godard. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.